donc autour de la restauration collective et surtout comment construire ensemble une valeur sûre de l'achat durable. Alors, si la restauration collective progresse dans la mise en œuvre des objectifs de la loi Egalim, la part de produits durables qu'elle propose reste encore insuffisante. Pour rappel, même si vous connaissez évidemment ces données, tous les restaurants collectifs sont désormais tenus de proposer au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits bio et 60% de viande et poissons durables et de qualité, 100% pour la restauration collective d'État. Alors, au-delà de l'obligation légale, l'atteinte de ces objectifs participe également au soutien de l'agriculture française et représente un enjeu de santé publique et de justice sociale. La restauration collective est un véritable levier pour l'agriculture, mais comment l'organiser sur les territoires? Comment mutualiser les achats pour proposer des débouchés structurants? Comment soutenir les filières par sa politique d'achat? Bref, comment embarquer tout le monde pour construire une valeur sûre de l'achat durable? C'est ce qu'on va voir ce matin avec nos invités que je vous présente tout de suite. Caroline Hélessène-Errand, bonjour. Prenez un micro, Caroline. Vous êtes la directrice générale du CNIEL, l'interprofession qui regroupe les acteurs de la filière laitière. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Merci de votre invitation. Éric Candiolo, bonjour. Vous êtes bonjour. Le directeur général d'UNADER, centrale de référencement associative. UNADER, c'est 7400 adhérents qui appartiennent principalement au secteur sanitaire et social. Également avec nous Marion Luce, qui est encore un peu essoufflée parce qu'elle vient tout juste d'arriver, chargée de mission sur le projet alimentaire territorial à la direction économie, emploi, insertion du département de la Drôme. Vous arrivez de la Drôme ce matin. Ce matin, tout à fait. Bienvenue, en tout cas, et merci d'être avec nous. À vos côtés, Thierry Pousson, gestionnaire du lycée de Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour. Bonjour. La Sénat, vous êtes président de la Sénat, association qui a pour objet de faciliter le fonctionnement des groupements de commandes portés par les établissements publics locaux d'enseignement situés dans la région Aquitaine. La Sénat, c'est une vingtaine de groupements, 620 établissements, lycées, collèges, mairies, 60 millions de repas annuels servis, c'est ça? Tout à fait. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera en détail tout à l'heure. Et puis, on voulait ce matin un témoin extérieur. Il sera notre grand témoin sur cette table ronde. On est ravis de l'accueillir. C'est Stéphane Brunery. Bonjour Stéphane. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le fondateur de Strip Food. C'est un média en ligne indépendant dont la mission est de prendre le temps de décrypter l'alimentation et vous travaillez tout particulièrement sur les sujets liés à la transition alimentaire. Puisque Stéphane, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la restauration collective ? En fait, le regard que je porte sur la restauration collective, j'essaie de le mettre un peu en lumière au regard de la transition alimentaire, qui est un sujet éminemment complexe, qui prend du temps, qui demande énormément de création de liens, etc. Et pour moi, ça fait écho à trois grands enjeux aujourd'hui pour moi que pose la transition alimentaire. Le premier, c'est comment embarquer le plus grand nombre de personnes. Parce que le deuxième, pour moi, enjeu que pose la transition alimentaire, c'est comment rééquilibrer. On parle beaucoup d'équilibre dans ces phases de transition. Le végétal avec l'animal, les protéines animales, végétales. Et là, on voit que non seulement la restauration collective a une carte à jouer, mais en plus, elle est en avance. Comment la restauration collective soutient la filière laitière ? Effectivement, ça fait écho parce que je dirige l'association interprofessionnelle qui regroupe les producteurs de lait, les industriels privés coopératifs et les acteurs du commerce, de la distribution et de la restauration collective. J'ai envie de dire, pour rebondir sur vos propos, un des enjeux de la filière, c'est de pouvoir fournir 100% des produits laitiers produits et transformés en France qui sont durables, avec des engagements chiffrés, sincères et sur lesquels on apporte des preuves aux consommateurs et aux citoyens. Et effectivement, même si la restauration collective peut apparaître une petite part des débouchés, on a aussi un enjeu tant de production durable que de consommation responsable. Et sur cette production, juste pour l'illustrer, dans la démarche d'engagement de l'ensemble des acteurs économiques de la filière laitière, la filière s'est engagée en 2017 dans le cadre des États généraux de l'alimentation et s'était préparée bien avant depuis une dizaine d'années dans une démarche de responsabilité sociétale à l'ensemble de l'échelle de la filière, avec notamment des engagements d'améliorer le bien-être des animaux, d'améliorer l'impact environnemental des fermes laitières, des entreprises laitières
et puis évidemment des acteurs du commerce. Et évidemment toujours un axe d'apporter les meilleurs produits aux consommateurs pour l'équilibre alimentaire et respecter les recommandations de santé publique. Alors, on l'a entendu, la restauration collective représente 10% donc, d'achat, de volume d'achat, c'est ça, dans la filière laitière française. Comment aujourd'hui on peut encore améliorer finalement ces relations et soutenir encore mieux la filière laitière? Je pense qu'il y a tout un tas d'initiatives de terrain qui sont vraiment intéressantes, et si on se dit dans les achats publics que vraiment 100% des produits qui sont produits et transformés en France sont dans des démarches de durabilité, c'est de pouvoir trouver, et je vous rejoins, un maximum de partenariats au niveau local. Aussi, je discutais tout à l'heure avec un acheteur public qui avait tissé des liens avec son hôpital, avec un éleveur laitier, et il se faisait livrer très régulièrement, directement, son lait pour son hôpital. Donc c'est tout un tas de démarches. Au-delà de la commande publique, c'est un engagement aussi, parce que ça nécessite de bien connaître son environnement et de bien se connaître entre les acheteurs et les fournisseurs de matières premières. Et toujours dans ce souci de progresser, il y a peut-être encore des freins à lever? Alors, les freins à lever, c'est toujours, et notamment quand on fait des appels d'offres, pour ceux qui en font dans l'auditoire, c'est voilà, on ne peut pas privilégier l'origine France en direct dans un certain nombre d'achats, mais néanmoins, si on met dans les achats de privilégier des produits qui sont issus de filières qui ont des engagements de responsabilité, en tout cas, la filière laitière, elle est engagée là-dedans et elle vous le prouve. On en reparlera tout à l'heure justement avec Thierry Pousson. Soutenir les filières laitières agricoles, du moins soutenir les filières agricoles en garantissant la rémunération des producteurs. Alors c'est aussi la promesse de la marque C'est qui le patron? Et on va en parler tout de suite avec vous, Éric Candolio, puisque en 2019, le réseau Unader a signé un partenariat avec C'est qui le patron? C'est qui le patron, la marque de consommateurs, et on rappelle la démarche qui est à l'origine de C'est qui le patron. Cette démarche est d'assurer une meilleure rémunération aux producteurs du territoire français. Pourquoi l'Unader a signé ce partenariat avec C'est qui le patron? Alors en fait, nous, c'était un petit peu naturel, je dirais. On a une forte politique RSE, mais bien avant qu'on parle de la RSE, c'est un petit peu natif de par nos statuts, de par nos réseaux d'adhérents qui sont que des personnes qui travaillent dans le champ du social, médico-social, donc qui ont une volonté d'accompagnement qui est importante. Et au travers de notre politique, nous sommes une centrale de référencement, donc on est là pour obtenir les meilleurs produits pour nos adhérents. Et au travers de cette démarche, on a entendu parler évidemment de la démarche de C'est qui le patron qui était éminemment portée. Et la juste rémunération du producteur nous est apparue comme quelque chose d'évident, d'assez logique. C'est une action qui avait du sens, et si ça a du sens, finalement, ça tombe sous le sens. Donc on a pris contact assez rapidement avec eux, et C'est qui le patron était plutôt organisé pour s'adresser aux particuliers. On les trouvait dans la grande distribution, mais peu développé sur la partie restauration hors domicile, qui nous concerne plus. Et on a initié un partenariat un petit peu novateur avec eux en mettant des intermédiaires autour de la table pour arriver à faire arriver les produits C'est qui le patron dans les établissements adhérents. Souvent, quand on parle de RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, on parle beaucoup d'environnement. On oublie souvent un peu les piliers sociétaux. Si on regarde les ODD de l'ONU, on parle de la juste rémunération. C'est les ODD 8 et 10 qui sont importants et qu'on avait à cœur de développer. Donc on a pu mener cette aventure qu'on fait grossir, qui nous demande de l'accompagnement, qui nous demande de la pédagogie, mais qu'on fait grossir sur le temps. Et aujourd'hui, on a un très beau partenariat avec des engagements assez forts et qui vont même au-delà de la simple arrivée des produits. Et en fait, avec nos adhérents, je vais vous prendre un exemple. On avait un très gros foyer de jeunes travailleurs qui est sur Clermont-Ferrand, qui consomme plusieurs milliers de litres de lait pour les personnes qui l'accueillent à l'année. Et en fait, on lui a dit, mais regarde, juste en sauvant des producteurs et en travaillant sur la rémunération, ton budget de lait change de 60 € par mois, à l'échelle d'un budget qui est de plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors effectivement, on ne peut pas faire ça sur tous les produits parce que ce serait une inflation terrible, mais sur des produits où on est sûr qu'au bout du compte, on va pérenniser des producteurs, on va assurer ça, ça vaut le coup. Et là, les adhérents ont joué le jeu. Et finalement, on a eu un effet de bord assez intéressant, c'est que ça a eu un côté d'intégration
pour les équipes parce que finalement, quand l'établissement a mis en place ces produits-là, eh bien, il y a eu un sentiment de fierté et d'appartenance auprès des équipes salariées, auprès des personnes accueillies, et ça a créé quelque chose d'encore supérieur à la simple livraison de produits de lait, de miel ou de choses comme ça. Y a-t-il d'autres actions de l'UNADER pour redonner aussi de la valeur à l'alimentation ? Alors oui, alors évidemment dans la restauration collective, on est très regardant et on essaye de mettre en avant toutes les belles initiatives que font les grands acteurs de la restauration collective pour mettre en place toutes ces belles initiatives locales qui sont souvent mal connues, et souvent on oppose un peu le gros national au local, mais finalement c'est très complémentaire et le national n'est qu'une somme de local, donc on a peut-être une représentation à réimaginer. Et puis sur ce modèle de cette belle aventure, nous avons des adhérents, nous avons plusieurs antennes du Secours populaire. Dont le métier est de livrer des personnes qui sont souvent en grande précarité, en très grande précarité et en difficulté. Et on a redonner encore un cran à notre accord avec Séquille Patron, où Séquille Patron vient abonder ce qu'on arrive à livrer chez le Secours populaire. Et pour vous donner un exemple aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, c'est plus de 80 000 litres de lait qui sont arrivés dans certains secours populaires, c'est 80 000 tablettes de chocolat, c'est 80 000 yaourts. On a réussi avec ce modèle un peu disruptif à casser un petit peu, à réinventer une chaîne de distribution un peu différente. Et là, on voit que si tout le monde change un peu, décale un peu ses pratiques, innove, eh ben, on est même capable de protéger des producteurs, faire qu'ils soient justement rémunérés et livrer ces produits de qualité aux gens qui sont dans la plus grande précarité dans notre pays. Merci infiniment Eric de ce témoignage, de ce retour d'expérience. On va faire réagir Stéphane Brunery sur les deux interventions, l'intervention de Caroline et d'Eric. Comment on en est arrivé là, quoi ? Comment on en est arrivé à avoir perdu complètement la valeur de notre alimentation ? Il y a pas mal de raisons, mais pour moi, les trois principales, c'est la lente déconnexion qu'on a eu collectivement avec l'amont agricole. Il y a moins de 2% d'agriculteurs aujourd'hui en France. On est assez peu finalement à avoir une connaissance du monde agricole, du temps agricole, des contraintes, etc. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la perte de la transmission de la culinaire, de la cuisine dans les familles. Et la troisième, c'est plus de 40 ans de discours prix autour de qui est le moins cher, qui nous fait uniquement finalement voir l'alimentation à travers le prisme du prix. Donc on voit bien qu'à travers ce que vous dites, la transition alimentaire, c'est à la fois un changement de pratique, de production, de transformation, mais il y a aussi un enjeu de transmettre. Comment on l'explique, comment on le valorise auprès d'un consommateur aujourd'hui, pour lequel il faut tout réexpliquer quelque part. Il faut quelque part un peu considérer qu'on repart du départ. Alors pour moi ça évoque plusieurs choses, effectivement, recréer du lien entre les enjeux pour les convives, pour les partenaires de toute cette restauration, entre l'alimentation, la santé, l'alimentation, le climat, l'alimentation, tout ça c'est à réapprendre. Je pense qu'il faut le faire en veillant à le faire simplement, parce que c'est des sujets à la fois complexes, et pour embarquer notamment les convives, et on le voit aussi avec les consommateurs grand public, il faut arrêter avec des discours beaucoup trop techniques, beaucoup trop fonctionnels. Les discours de RSE sont des discours qui sont plus adressés à des actionnaires qu'à des consommateurs, et il ne faut pas oublier non plus d'y mettre le plaisir, de remettre le plaisir au cœur finalement de cette transition, et d'à chaque fois faire relier les bénéfices rationnel avec ce bénéfice d'émotion gustative. Et puis, autre chose pour finir, que ça m'inspire, on ne peut pas être parfait. Et je pense qu'il y a un moment donné, j'ai entendu ça aussi, la transition alimentaire, c'est pas forcément être 100% français, 100%, parce que la perfection, ça n'existe pas. Donc je pense que là aussi, il y a un enjeu d'expliquer pourquoi on fait des choix, pourquoi parfois on est contraint aussi dans des choix d'approvisionnement, pourquoi parfois aussi on doit trouver des équilibres entre le prix, la qualité, etc. Et ça me semble être aussi des discours sur lesquels on a fortement à progresser pour que les gens comprennent la complexité des démarches et en même temps pour pouvoir espérer les embarquer. On voulait également ce matin s'intéresser finalement à une collectivité et prendre l'exemple de la Drôme quand une collectivité aide au développement des filières sur son territoire. Marion Luz, depuis 2019, votre département, le département de la Drôme, a mis en place un dispositif d'accompagnement de structures en charge d'une mission de restauration collective publique du secteur médico-social pour les aider à atteindre les objectifs Egalim. Donc vous avez vraiment, en tout cas, mis un focus sur ces structures-là. Alors pourquoi déjà sur ces structures, et puis
quels étaient et quels sont les enjeux aujourd'hui? Le département, il a la compétence des collèges. Donc nous, les collèges, on les accompagne sur l'amélioration de la qualité de leur restauration depuis 2005, avec tout un programme Manger mieux, manger bio. Et quand la loi Egalim est sortie en 2018, au vu des résultats assez exemplaires des collèges en Drôme, qui actuellement ont atteint les objectifs Egalim et sont tous labellisés EcoCert en cuisine, on s'est dit qu'on pouvait faire bénéficier d'autres structures, du coup, des enseignements qu'on a tirés, nous, de cette expérience, et faire de la Drôme un territoire exemplaire dans la mise en œuvre de la loi Egalim. Et on a la chance d'être sur un territoire qui a une très grande diversité de production et des produits aussi de qualité. Donc on a lancé ce dispositif, cet appel à manifestation d'intérêt, où les structures volontaires se font accompagner par un prestataire, qui chez nous est Agribiodrome, et qui les accompagne sur différentes phases. Une phase de diagnostic, d'état des lieux, pour ensuite déterminer la feuille de route qui est conjointement élaborée entre Agribiodrome et la structure accompagnée, et donc les leviers à actionner, qui vont pouvoir être des leviers sur le gaspillage alimentaire, sur la formation des équipes de restauration, sur des nouvelles méthodes du coup en cuisine, et bien sûr sur les approvisionnements. Et comment on fait en sorte que les approvisionnements de qualité bénéficient au mieux aux producteurs du territoire, puisqu'on en a la chance d'en avoir qui sont présents et qui sont structurés, notamment via des plateformes comme Agricourt, pour répondre à la restauration collective. Donc 2019, on lance, c'est ouvert à toutes les structures, et c'était pour 3 ans. Et en fait, au renouvellement, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un parent pauvre, entre guillemets, si je peux me permettre, de la restauration collective, qui est le secteur du médico-social, qui fait face vraiment à des contraintes particulières en termes de budget, en termes de diversité de régime, de public, le fait qu'on soit sur des restaurations aussi qui soient sur tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, et que d'autres collectivités n'allaient pas forcément sur ce segment-là. Et donc le département a priorisé son accompagnement sur les structures du médico-social. Actuellement, du coup, depuis 2019, on a 23 structures accompagnées ou en cours d'accompagnement, dont 10 issues du médico-social, avec un certain nombre notamment d'hôpitaux. En moyenne, du coup, ça fait 10 000 repas jour pour toutes ces structures, dont 7 000 uniquement par les structures du médico-social. Qu'est-ce que justement ça vous a fait découvrir ce dispositif concernant les structures médico-sociales? Est-ce qu'elles étaient prêtes justement à atteindre les objectifs Egalim ou parfois assez loin? Elles sont en moyenne très loin, mais elles en sont conscientes. Après, comme je dis, elles font face à des contraintes vraiment très, très spécifiques à ce secteur-là. Nous, des structures accompagnées, l'état des lieux montre qu'en moyenne, au tout départ, elles sont entre 1 et 5% de produits bio. On arrive après accompagnement à atteindre certains résultats. Là, on a notamment un IME, Institut médico-éducatif, du coup, qui, ça y est, a atteint les objectifs de la loi Egalim, l'IME de Fontelore. On a certains EHPAD qui s'en rapprochent. Il faut dire que la conjoncture depuis 2021-2022 n'a vraiment pas aidé le secteur médico-social pour relever ces défis entre la crise sanitaire et l'inflation. Mais il y en a qui y arrivent. Et on a un exemple très, très particulier, mais c'est peut-être la question que vous allez me poser après. Non, je vous en prie. Qui est celui du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux Nord-Drôme, donc qui est une cuisine centrale qui livre 70 offices sur 4 communes, 3 centres hospitaliers et 4 EHPAD. C'est 5000 repas produits par jour, 3400 livrés quotidiennement. Donc qui, lui, a choisi de se faire accompagner avec un soutien vraiment de leur conseil d'administration et une volonté d'engager vraiment sur les atteintes de la loi Egalim. Ils sont passés, alors avec une fluctuation liée aux crises, mais de 1% de bio en 2021 à 10% de bio en 2023. Et ils ont atteint 17%, donc hors bio, de produits durables. Donc il y a quand même une grosse progression. Et un engagement très fort des équipes et une volonté de travailler vraiment avec les filières locales. Et eux ont eu toute une démarche, donc à la fois accompagnés par Agribiodrome, en lien avec la plateforme Agricourt que j'ai citée plus bas, et une légumerie sur un territoire juste à côté, pour remplacer en fait les briques de soupe industrielles par du potage bio, local, fait maison.
Et donc, il y a toute une structuration de filières pour avoir un approvisionnement en légumes bio locaux, transformés localement par la légumerie, ensuite livrés par du coup à Agricourt. Et donc, c'est 5 potages bio qui sont extrêmement appréciés par les résidents parce que c'est un marqueur très fort chez eux du coup de la nutrition, notamment de ceux qui sont en unité de soins de longue durée. Et du coup, on a structuré une filière avec maintenant un marché sur 4 ans qui a été lancé en mars 2024. Tout un travail aussi sur la saisonnalité, parce que du coup, comme ils font à partir de local, ils ont revu tous les menus pour travailler avec les légumes de saison. Et donc, c'est 40 tonnes à peu près par an, du coup, d'approvisionnement en légumes bio locaux. Et ça représente 100 000 euros, je crois, pour le groupement de coopération sanitaire. Et le marché s'était structuré au niveau d'un groupement hospitalier pour en faire bénéficier du coup d'autres centres hospitaliers qui du coup eux-mêmes vont pouvoir s'approvisionner, changer leurs pratiques et conforter du coup une filière locale. Alors, on l'a vu, hein, effectivement, les collectivités aujourd'hui s'emparent de ces questions et entraînent et embarquent avec elles toute la restauration collective, toutes les restaurations collectives. C'était en tout cas l'exemple qu'on souhaitait vous présenter ce matin. Et puis il y a aussi d'autres solutions comme les groupements d'achats régionaux, comment la mutualisation en Nouvelle-Aquitaine justement offre des débouchés structurants pour la filière agricole de cette région. On va voir ça avec vous, Thierry Pousson. Comment justement avez-vous, avec la Sénat, on rappelle peut-être en quelques mots, donc c'est un groupement, c'est 20 groupements de commandes, hein, c'est ça, en région Aquitaine, et comment vous avez embarqué un petit peu tout le monde pour offrir des débouchés sur votre territoire? Ce réseau, en fait, il a une gouvernance partagée avec les différentes collectivités et les différents exécutifs du territoire, donc région Nouvelle-Aquitaine, les 12 départements et également donc, les directions des collèges et lycées publics, et un certain nombre de mairies qui se sont associées à cette expérience. Donc aujourd'hui, le réseau de ces groupements donc, est chapeauté par une association donc, qui est une émanation de ce réseau. Et actuellement, donc, la Sénat représente 620 adhérents, donc à peu près 350 collèges publics, 250 lycées et à peu près 25 mairies. Sur la manière de fonctionner, en fait, l'idée, on part sur des groupements de commandes qui sont portés par des collèges et lycées. Ce portage, il est mené en partenariat avec les collectivités. Et derrière, l'idée, c'est de structurer la demande sur les territoires. Donc, structurer la demande, c'est-à-dire recenser les besoins de tous les adhérents. Une fois qu'on a recensé les besoins, on va effectivement organiser l'achat. Et à partir de là, on va essayer de proposer via les appels d'offres donc des contrats pérennes, mono-attributaires, pluriannuels et des contrats sur des engagements fermes, ce qui va permettre de sécuriser les acheteurs, sécuriser les fournisseurs. Et derrière, cette sécurité, pour moi, c'est la première étape d'une structuration de l'offre. À partir du moment où on arrive à on structure la demande de manière intelligente, on va permettre à ce qu'il y ait une offre locale qui puisse sortir sur les territoires. Cette offre, elle peut sortir directement parce qu'on va faire appel à des fermes, à des groupements de producteurs, mais on en reparlera. Elle peut aussi sortir par le jeu des distributeurs. Comment est-ce que je peux permettre de rapprocher l'amont et l'aval? Et donc le travail des groupements de commandes, c'est un petit peu ça. C'est à certains moments pouvoir donner des signaux forts aux distributeurs pour qu'ils viennent chercher ces potentialités économiques du territoire. Et donc la Sénat, en fait, l'idée de l'association, c'est finalement c'est un groupe de réflexion en lien avec les collectivités et comment sur un territoire, je crée de la cohérence, c'est-à-dire que pour des distributeurs qui répondent, pour des groupements, des coopératives qui répondent, l'idée c'est qu'elle n'ait pas tout un travail à faire lorsqu'elle répond à un appel d'offres sur, par exemple, le département des Pyrénées-Atlantiques ou sur le département de la Gironde. L'idée, c'est qu'elle retrouve aussi des axes de travail identiques. Une fois qu'on a fait ça, donc on va essayer effectivement d'aller sur les territoires chercher le local. Donc comment est-ce qu'on cherche le local sur les territoires? La première chose, c'est qu'effectivement, on va sourcer les produits. Le Code de la commande publique nous permet aujourd'hui de sourcer
puisque c'est prévu par la réglementation. Donc on appelle ça les études et échanges préalables. Et donc on va effectivement se rapprocher du monde agricole, on va se rapprocher des acteurs économiques et voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. On a sur les territoires des rencontres départementales où on associe tout le monde, où effectivement en tant qu'acheteur public, on vient avec notre réseau pour expliquer comment on travaille et on montre qu'on est prêt, nous, à nous adapter pour aller chercher collectivement cette offre locale. À partir de là, donc, on va, une fois qu'on a fait ce sourcing, on va travailler déjà sur nos cahiers des charges et notamment sur les allotissements. Je prends l'exemple des Pyrénées-Atlantiques. Actuellement, donc, je coordonne une centaine d'adhérents, des grosses mairies, les collèges publics, les lycées. Comment sur un territoire, effectivement, je vais pouvoir faire ressortir cette offre locale. Si je prends un marché viande, par exemple, à 100 adhérents, forcément, je vais écarter une partie des potentialités économiques de mon territoire. Donc, on va déjà commencer par travailler par des allotissements géographiques. C'est-à-dire un même marché qui va être dupliqué sur plusieurs parties du territoire, ce qui permet pour nous de permettre une liberté d'accès à la commande publique de tout, voilà, de tous nos partenaires, qu'ils soient des petits groupements ou qu'ils soient effectivement des distributeurs plus importants. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi travailler ce qu'on appelle les allotissements techniques, c'est-à-dire forcément avoir ce travail avec de connaissances du territoire et de savoir effectivement précisément sur les familles de produits. L'idée, c'est qu'on ne veut pas, par nos marchés publics, écarter certains groupements, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas faire tel ou tel produit. Donc, on va avoir ce regard fin. Et derrière, forcément... Ça veut dire, juste je me permets, Thierry, oui, que vous avez tout de même adapté, finalement, les marchés publics. On a adapté les marchés publics en essayant de mobiliser tous les acteurs. Ce que j'ai dit au départ, ce qui est très important, c'est... C'est ça l'innovation, finalement, aussi. C'est que vous avez su voilà, adapter ces marchés publics, où parfois c'est un peu contraignant. Oui, tout à fait. Et l'idée de ce réseau sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est comment sur une grande région, je peux dupliquer ce modèle en allant chercher les bonnes pratiques des différents coordonnateurs. Pour tout vous dire, lorsqu'on a échangé pour préparer ce rendez-vous, vous avez parlé d'un exemple dans votre département Pyrénées-Atlantiques autour de la viande bio. Donc sur la viande bio, effectivement, on est allé voir les acteurs du territoire, on est allé dans les abattoirs. Et lorsqu'on voulait avoir de la viande bio locale, forcément ça a un coût. On a rencontré plusieurs fermes locales et le fait qu'on ait cette demande qui soit structurée, on a essayé de voir comment on pouvait travailler. Et donc là, on va dire qu'on a mis en place les premiers marchés sur l'équilibre matière, c'est-à-dire que dans nos cahiers des charges, on s'impose des livraisons sur des jours uniques pour l'ensemble des adhérents. Et on va équilibrer la matière, c'est-à-dire qu'on va finalement acheter par carcasse et se répartir les produits par établissement, avec cette idée que le prix finalement est lissé sur l'ensemble des produits, que j'achète finalement du bourguignon, des entrecôtes, des escalopes, j'aurai un prix qui sera lissé et on tourne en fait. Voilà. Et donc par ce biais-là, on arrive à avoir un rapport qualité-prix très intéressant. On est en train de faire une recherche aussi sur la volaille. Comment est-ce qu'on peut amener de la volaille bio en découpe dans nos établissements à un prix qui soit pour nous modéré. Et donc, l'idée, c'est par exemple de travailler sur un poulet entier qui va être découpé en 8 et derrière que finalement l'établissement va s'engager à prendre la découpe de poulet, mais pas une partie de la découpe, va prendre tout le poulet sous forme de découpe. Et donc, il y a aussi actuellement des industriels qui travaillent là-dessus. Voilà. Comment est-ce que je peux avoir un produit qui soit adapté à mon service de restauration, qualitatif. Voilà. Il nous reste une petite minute, Thierry. Juste 2 questions. La première, le bilan des adhérents du groupement. Vous en êtes où vis-à-vis de la loi Egalim? Sur l'ensemble des produits frais, on est à plus de 40% et dont 22% de bio. Et sur la potentialité du marché en Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près autour de 140 millions d'euros de marché. On a pour l'instant atteint 53 millions d'euros. Et on a pu voir qu'en 3 ans, on avait gagné 20 millions d'euros. Donc il y a beaucoup de collectivités qui nous rejoignent. Et sur les territoires, toujours cette idée de, finalement, lorsque je fais venir un camion sur mon établissement, le camion s'arrête aussi
pour livrer les écoles ou pour livrer les collèges. Et la dernière question, vous avez commencé à le dire, ce modèle en tout cas intéresse énormément les autres régions. Il est duplicable évidemment ailleurs. Oui, c'est duplicable ailleurs. Actuellement, le Grand Est est en train de développer un ASENA Grand Est avec cette idée d'avoir ce réseau de groupement de commandes et finalement le politique intervient pour donner l'impulsion, fixer les objectifs et aussi avoir ce regard un petit peu de bilan et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Merci beaucoup Thierry. On va vous donner la parole dans 2-3 petites minutes si vous avez des questions ou si vous souhaitez apporter un témoignage. Je voulais juste faire réagir Stéphane Brunery avant la conclusion, Stéphane, juste de réagir à ce que vous venez d'entendre. Moi, ce que j'entends, en tout cas, dans cet, encore une fois, de contexte de transition alimentaire qui est complexe, avec de multiples injonctions paradoxales, etc. et tout, c'est beaucoup de recherche d'innovation au plus proche du territoire et dans la volonté aussi de le dupliquer, donc des choses très pragmatiques à chaque fois, vraiment repartir je dirais, du territoire. Je trouve que l'innovation, elle doit être du coup considérée à plein de niveaux. Forcément, il y a des innovations côté industriel qui vont adapter les produits à ces nouvelles attentes de la restauration collective, mais on peut être aussi innovant dans les récits, dans la façon dont on raconte cette transition. Aujourd'hui, une assiette qui est rééquilibrée entre végétal et animal, on peut la présenter de différentes façons. On peut la présenter de façon avec des récits extrêmement excluants, avec extrêmement polarisants. Moi, je pense qu'au contraire, il faut s'emparer du fait que l'alimentation est quelque chose qui doit nous rassembler, qu'une assiette où on rééquilibre protéines animales, protéines végétales, on va agir sur le prix, on va agir sur la planète, on va agir sur la santé. C'est des éléments de langage, en tout cas, qui sont de nature à fédérer. Et surtout, si on y met le plaisir au centre, on est capable d'embarquer beaucoup plus facilement. Donc je pense que les discours peuvent être aussi des éléments d'innovation, tout comme également les savoir-faire, parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, pour revenir au thème de la végétalisation des assiettes, ça demande un certain nombre de savoir-faire pour les opérateurs. Et c'est vrai que je pense que là aussi, il y a de l'innovation à apporter sur comment on permet aux gens davantage de développer leur savoir-faire pour savoir cuisiner ces nouvelles assiettes qui demandent parfois une technicité, des savoir-faire un petit peu différents de celles qu'on avait. Et ça, je pense que l'innovation, enfin en tout cas moi ce que je note, c'est qu'elle est déjà en place, et ça c'est formidable, mais qu'elle peut être aussi vécue, enfin considérée sous différents angles, quoi. Alors, on va vous donner la parole à présent, si vous le souhaitez. Je voulais tous vous remercier pour ce partage. Et moi, je m'interroge sur comment faire atteindre tous ces messages qui traduisent ces engagements pour des approvisionnements plus durables, plus vertueux, jusqu'aux convives. Parce que moi, je me pose en maman d'élève jusqu'à m'intéresser très sérieusement au sujet. Je ne savais pas ce que mangeaient mes enfants à la cantine. Je ne savais pas d'où venaient les ingrédients qui composaient ces repas. Et dans notre étude, on a vu que je n'étais pas la seule, puisque 50% des parents interrogés ne savent pas comment sont faits les repas servis à leurs enfants. Oui, alors c'est effectivement une bonne question. Je l'ai survolé un tout petit peu tout à l'heure. Je vais rebondir à ce que vous disiez, où vous parliez justement du plaisir et de l'appropriation. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut juste garder en mémoire, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans la restauration, ou tous les convives de la restauration, à la base, ce sont des consommateurs. On est tous des consommateurs. Aujourd'hui, on se voit qu'on est de plus en plus sensible. Et si on est là aujourd'hui, c'est bien qu'on est sensible à ces sujets-là. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on remette en avant et qu'on raconte une histoire et qu'on raconte la belle histoire qui se fait. C'est pas une histoire de technicien, c'est pas une histoire de quotas, c'est pas une histoire de loi Egalim. Ça, c'est des obligations, c'est du contexte réglementaire, c'est quelque chose qui pousse. Mais au bout de ça, il y a une belle aventure qui se passe. Et si on veut faire passer ça et finalement l'accélérer, c'est l'histoire qu'on raconte au consommateur directement, qui est sensible dans son action de consommation au quotidien et donc qui va avoir envie de le retrouver dans sa cantine, dans son restaurant d'entreprise, dans son restaurant tout simplement. Et ça, je pense que voilà, il faut le mettre en avant. Nous, à notre modeste échelle, les adhérents qui ont embarqué cette aventure avec C'est qui le patron, en fait, ils mettent une petite affiche
en disant ici on consomme des produits c'est qui le patron, et ça a créé de l'appropriation auprès de tous les salariés parce que forcément ça fait écho à quelque chose qu'ils vivent ou qu'ils peuvent vivre au quotidien. Ça fait les convives de ces établissements, les familles des convives y ont été sensibles. Et donc c'est vraiment cette mise en lumière, cette écriture d'une histoire à valeur ajoutée. On parle de valeur ajoutée là dans le bon sens du terme, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Thierry Pousson. Pendant le Covid, du coup, nos contrats se sont arrêtés brutalement et on a beaucoup d'agriculteurs qui se sont retrouvés en difficulté. À l'époque, le président de région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, nous a appelés, nous a dit il faut trouver une solution pour tous ces agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a mis en place des boutiques en ligne en fait, qu'on a créées. Ça s'appelait des cantines aux familles. C'est-à-dire finalement, les élèves ne pouvaient plus manger, donc on essayait que l'appro parte dans les familles. Et donc, on a mis ça en place. L'opération, ça a été à peu près 200 000 euros de produits qui ont été vendus dans différents lycées en Nouvelle-Aquitaine. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que beaucoup de familles, finalement, se sont rendues compte en disant « mais c'est les produits que vous servez à la cantine ». Et donc, il y avait un vrai étonnement. Alors, les petites astuces, par exemple, chez moi, j'ai pris ça en allant dans des magasins Carrefour, par exemple, où je voyais la photo des agriculteurs, du boucher, etc. Donc, chez nous, on a fait un mur des producteurs. Et donc, dans la restauration, on a 25 producteurs, les photos de 25 producteurs. On sait qui ils sont, voilà, quels sont les produits qu'ils travaillent. On a aussi fait, par exemple, tout simplement des fiches. On envoie avec la facture, pour que ça passe mieux. On envoie une petite fiche pour expliquer que derrière, il y a des cuisiniers, que derrière, il y a un pourcentage de bio, il y a un pourcentage d'égaline, qu'il y a des manières de travailler. Mais j'ai envie de vous dire, des fois, les politiques qui marchent les mieux, c'est les politiques où il y a le moins de communication, tout simplement. Et c'est vrai qu'on est des mauvais communicants, mais c'est parce que aussi, voilà, c'est pas notre métier de tous les jours. Donc, les collectivités essaient aussi de nous aider là-dessus, mais il y a plein de petites astuces pour arriver à ce que, effectivement, cette information-là, elle arrive jusqu'aux familles. On va rappeler qu'avec la loi Egalim, logiquement, je dois mettre à l'entrée de mon restaurant scolaire des pourcentages pour indiquer la part de produits durables, la part de produits bio. Voilà. Caroline, vous souhaitiez réagir? Oui, merci, parce qu'une interprofession comme la mienne, une de ses missions, c'est aussi de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, sur ce que font les acteurs économiques de la filière. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et je rejoins le fait que les meilleurs communicants, en fait, c'est les acteurs eux-mêmes. Alors, on essaye d'organiser au niveau local, par exemple, des visites, de faciliter les déplacements de classes sur des fermes. Alors, c'est plus vrai en zone rurale qu'en zone urbaine. Et sur les fermes, on a outillé les producteurs de lait qui se sont engagés dans les démarches de décarbonation et qui ont fait des diagnostics de panneaux sur lesquels ils indiquent à l'entrée de leur ferme combien de personnes ils nourrissent, quels sont leur impact environnemental, à la fois négatif et positif en termes d'entretien de biodiversité, de régénération des sols, etc. Et à la fois, les enseignants nous témoignent que c'est très utile pour les enfants et pour eux d'aller voir sur le terrain, mais c'est aussi un élément de fierté très fort pour les éleveurs qui peuvent montrer, prouver finalement tout ce qu'ils apportent de positif alors qu'ils ont le sentiment souvent d'être très décriés. Marion, également, vous souhaitiez réagir. Merci, Caroline. Pour prendre un des exemples qui est ceux des collèges, l'avantage, entre guillemets, d'être labellisé éco-cert, c'est que du coup, on a des résultats qui sont objectivés et des campagnes de communication et des supports qu'on peut adapter, du coup, dans les collèges pour que en premier lieu, avant les parents, il y a quand même les convives, c'est-à-dire que c'est les premiers qui dégustent, mais ils ne sont pas forcément au courant, du coup, des produits. Malgré des efforts de communication, d'affichage ou autres dans les cantines. Après, parfois, en tout cas pour les collèges, il y a des outils de communication entre la collectivité et les équipes pédagogiques, Pronote ou autres. Ça peut être des moyens aussi de témoigner ou en tout cas d'informer les familles de ce qui peut se faire dans la cantine.
Il y a des événementiels qui peuvent être des bons moyens de mobiliser à la fois les équipes, à la fois les convives et du coup témoigner auprès des familles. Nous, on a un événement type le Grand Repas, qui est une déclinaison territoriale de quelque chose qui est porté au national. Via la plateforme AgriLocal, je sais qu'on a des défis plusieurs fois par an qui permettent de mobiliser du coup sur la valorisation de la qualité des produits dans les cantines. Et puis, pour rejoindre ce qui s'est dit, il y a le volet action entre guillemets éducative ou pédagogique. Et effectivement, visite de ferme, comprendre son territoire. Et après, c'est les élèves, parce que vous parliez du scolaire, qui vont être les premiers ambassadeurs auprès de leur famille. Merci beaucoup Marion. On va demander à Stéphane Brunnery de conclure ce rendez-vous ce matin. Vous avez entendu beaucoup de choses, d'être notre grand témoin et vous avez ce regard extérieur. Je pense qu'on est collectivement face à un enjeu qui est dingue. Comment redonner, recréer de la valeur autour de notre alimentation? On voit, et je l'ai dit au départ, qu'on doit pratiquement considérer qu'on repart quelque part de zéro, compte tenu d'un certain nombre d'éléments de déconnexion. Et c'est en cela où c'est un chantier à la fois extrêmement complexe, qui va prendre du temps. Probablement que beaucoup de choses sur lesquelles on travaille, on ne verra pas forcément les impacts toujours de notre vivant. Donc il faut accepter quelque part d'être dans le temps long, alors que tout nous pousse aujourd'hui à arbitrer sur les problématiques de temps court. Donc ça, c'est plutôt sur le contexte. Je le redis, je pense, et tous ces témoignages me confortent, et les entretiens aussi que je peux avoir avec les gens sur le terrain dans la restauration collective. Oui, la restauration collective a un rôle d'influence incroyable dans cette transition, pour les raisons que je citais le début, un rôle véritablement aussi de passeur, de créateur de liens. On a parlé de transmission. Et avec effectivement des contraintes, un certain nombre de contraintes, c'est pas, mais encore à expliquer aussi. Et là aussi, il faut faire aussi de la pédagogie pour montrer aussi comment on progresse, mais aussi comment on est face parfois aussi à des nécessaires arbitrages. Cela dit, je pense et je suis vraiment convaincu que ce n'est pas parce qu'on met en avant le collectif qui est une force de vos réseaux qu'il ne faut pas aussi célébrer l'individu. Et moi, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles il faut faire attention. Comme avec les consommateurs, il faut veiller à être très très proche des convives, parce que les convives eux-mêmes ont des attentes qui évoluent et qui évoluent fortement. Et d'ailleurs, je vois Marie-Pierre Mambrive qui porte le collectif, le projet Cantine Révolution, avec cette idée d'aller interroger les convives pour mieux comprendre et derrière adapter. Je pense que ça, c'est un premier point. Et puis, reconnaître l'individu, reconnaître les individus de la restauration collective qui bougent à leur niveau. Parce que moi, j'en ai rencontré beaucoup dans des collèges, dans des EHPAD, etc. Il y a des gens formidables qui n'attendent pas que le système se transforme pour bouger à leur niveau. Et je trouve que là, il y a vraiment un enjeu aussi de visibilisation pour justement donner aussi, reconnaître et donner envie d'inspirer. Je prépare d'ailleurs avec la même Marie-Pierre Mambrive une série autour des cantines, ces gens qui bougent les cantines, parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu, c'est dans ce collectif vraiment de mettre en avant les individus. Merci infiniment Stéphane de cette transition. Merci à vous cinq d'avoir participé à ce rendez-vous. On peut vous applaudir ce matin.